Sylvie Collet, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre, votre histoire avec ce magnifique bâtiment? Alors, c'est une espèce d'aventure qui est assez improvisée parce que finalement, je cherchais des bureaux pour mon cabinet expertise comptable et j'ai trouvé cette friche un peu abandonnée au bord de la démolition. Et voilà, une espèce de coup de cœur, l'envie de bien faire. Donc, j'ai décidé, c'était il y a longtemps maintenant, c'était la première fois que j'ai vu ce bâtiment, c'était en 2003. Alors le coup de cœur a été déclenché par la structure déjà, qui est une structure Eiffel que j'ai devinée parce que mes parents étaient architectes, mon grand-père était entrepreneur de travaux publics, donc j'avais quand même la culture du bâtiment industriel. Le coup de cœur a été déclenché par justement l'envie de restituer le patrimoine. D'accord. C'est vrai qu'à Marseille, on n'a pas trop sauvegardé les bâtiments industriels, c'est dommage. Et les quartiers nord sont en plein devenir, c'est la continuité d'Euroméditerranée, donc de faire un beau projet de mixité comme ça à cet endroit-là, c'était pour moi une belle opportunité de changer de métier aussi. D'accord, donc vous parlez de mixité justement. Alors vous avez voulu que cette réussite architecturale soit un creuset de mixité sociale, oui. C'est un peu votre souhait. Comment ce véritable ovni dans ce quartier, comment ça a été vécu par les habitants du quartier, comment ça s'est passé? Alors assez bien parce que j'ai pris le soin dès la construction des invités. On a organisé des concours de luxe, des visites de chantier, etc. Et puis j'avais aussi rencontré les gens pour connaître leurs besoins. Donc la mixité s'est installée au départ pendant la construction. Et puis, il y a une partie du programme qui est à destination des gens du quartier, notamment le centre médical. Il y a 14 spécialistes aujourd'hui. Donc, les gens du quartier viennent voir le pédiatre, le dermato, l'ophtalmo, enfin tous les médecins et tous les spécialistes qu'il y a. Il y a une crèche aussi, interentreprise, qui est ouverte à tout le monde. Il y a notamment pas mal d'enfants du quartier qui sont dans cette crèche. On est juste à côté, une coiffeuse, un salon d'esthétique et surtout, il y a un programme culturel. Et donc, la programmation est autour de la musique classique, du jazz, de l'opéra, de temps en temps des arts du cirque, mais ce n'est pas du tout une programmation de R&B ou de musique spéciale jeune des quartiers, pas du tout. C'est au contraire amener une culture grand public, destinée à tous, avec des tarifs très bas, pour que tout le monde puisse en profiter. La mixité, elle se voit beaucoup là, au moment des spectacles. Ça, c'est vraiment bien. Et comment se passe l'accueil de cette musique qui est entre guillemets, qui est un peu élitiste? Alors justement, c'est pire que ça, c'est classé dans les musiques savantes, ce qui est un mot absolument horrible. Mais justement, en fait, c'est très populaire la musique classique, l'opéra. Vous savez, les maçons italiens, ils chantent des airs d'opéra en faisant leur plâtre. Hein. Donc la musique, le jazz aussi, c'est très populaire. Quand on choisit, je ne fais pas du free jazz par exemple, il y a d'autres lieux à Marseille pour ça. C'est du jazz vocal, c'est du jazz de grand standard. Puis les gens sont habitués, ils viennent, ils reviennent parce qu'ils savent que la programmation est vraiment faite pour tout le monde, pour les enfants, les adultes, les personnes âgées. On a des soirées dansantes aussi, ça marche très très bien. Donc non, c'est démocratiser, rendre accessible la culture à tout le monde. Vous avez apparemment un caractère affirmé, parce qu'on peut lire de ça et là. Et vous aviez dit que c'est par opposition à votre famille que vous aviez embrassé la carrière d'expert comptable. Et finalement, cette rencontre avec cette ancienne gare de triage vous a ramené à l'histoire familiale de l'architecture. Alors, c'est vrai que j'ai tout fait pour ne pas être architecte. Parce que j'étais effectivement une jeune fille avec beaucoup de caractère. Et évidemment, les filles et les mères, ça ne se passe pas très bien. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que quand on est enfant d'architecte, on entend à la maison que les accidents, ce qui ne va pas bien, etc. Donc, d'une part, je ne voulais surtout pas faire comme ma mère. J'avais envie d'être autonome, d'être libre et finalement le métier ne m'attirait pas tant que ça. Mais par contre j'ai reçu une éducation très culturelle, j'ai fait beaucoup de musique, j'ai eu la chance d'aller justement voir des spectacles et à titre personnel j'ai beaucoup peint. Je pense que si j'avais une autre vie ou si j'avais le temps un jour, peut-être que je deviendrais peintre. Voilà. Je vous parlais donc de votre mère qui était architecte, votre grand-mère qui était peintre. Oui, ma grand-mère était peintre. Et votre arrière-grand-mère qui était romancière. Oui, vous êtes bien renseignée. Ben oui. C'est vrai. Est-ce que vous pensez que leur statut serve un peu de référent par rapport à votre parcours? Oui. C'est une lignée de femmes effectivement de caractère, première féministe aussi. Ma grand-mère par exemple se déguisait en garçon pour pouvoir travailler. Elle était artiste peintre mais pour gagner sa vie au début, quand elle n'était pas mariée, elle était peintre en lettres. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu mégalo pour entreprendre un tel projet? Est-ce qu'il n'y a pas une part de mégalomanie?
Non, probablement une part, alors je dirais pas d'inconscience parce que comme j'ai quand même des métiers d'origine qui sont très comptables, très rationnels, je suis très organisée, je suis très travailleuse, l'inconscience ou je sais pas, j'ai plutôt un côté très entrepreneur et en ayant été expert comptable longtemps, je sais que pour trouver les équilibres économiques, il ne faut pas faire des petites choses. C'est-à-dire qu'il faut avoir une économie d'échelle. Et donc finalement, il vaut mieux s'attaquer à des gros projets parce que la dépense d'énergie est quasiment la même que pour un petit projet. D'accord. Mais ça peut être un moteur, hein, la mégalomanie. Non, mais ce n'est pas le cas. C'était plutôt... Alors il y a quelque chose qui est important, c'est que ce bâtiment, il ne me paraît pas immense. C'est 10 000 mètres carrés, c'est pas si grand que ça déjà. Et j'ai eu la chance d'être justement fille d'architecte avec des constructions de très grande envergure. Et j'ai eu la chance aussi, quand j'étais petite, d'habiter dans des grandes maisons. D'accord. Donc avec des volumes et avec des chantiers. Mon grand-père, il m'emmenait sur les autoroutes avec les gros camions. Enfin, tout était démesuré dans mon imaginaire de petite fille. Donc quelque part... j'ai trouvé plus difficile les études que j'ai dû mener avant pour avoir tous ces diplômes que finalement m'attaquer à une grande maison. C'est une grande maison pour moi ici. Alors on imagine que le monde économique et culturel a dû faire preuve d'un peu de scepticisme quant à votre réussite. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'on vous a pas pris un peu pour une allumée? Ah si, alors ça oui. Mégalo non, illuminé, pas allumé. C'est plus juste. Illuminé. Illuminé, oui. D'accord. En fait, j'ai beaucoup de conviction, j'ai bien défendu mon projet, donc les gens étaient assez stupéfaits et ils se disaient, bon, est-ce qu'elle va y arriver? Elle a l'air d'y croire. Mais bon, c'était assez dubitatif au départ. Et même quand le bâtiment est sorti au départ, les gens étaient très, très étonnés. Il y a encore cet effet quand on arrive ici de bon, où on est. Voilà. Est-ce que c'est un atout d'être une femme dans le monde de la construction? Oui et non. Je pense que le fait d'être une femme dans le monde professionnel au jour d'aujourd'hui, c'est... Enfin, je vais peut-être choquer des gens, mais ce n'est pas un handicap. C'est plus difficile parce qu'il faut qu'on soit plus compétente, qu'on fasse plus de preuves. Vous savez, les étudiants, les meilleurs, c'est des filles. Hein. Oui, bien sûr. Donc finalement, celles qui ont l'ambition, l'énergie pour faire valoir leurs compétences, elles y arrivent. Et des fois, elles arrivent mieux que les hommes. Donc Marseille a un potentiel extraordinaire, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est malheureusement miné par des dissensions politiques, des affaires de personnes. Est-ce que la clé du développement de Marseille ne passe pas par des initiatives individuelles comme la vôtre? Et comment les multiplier? Alors déjà, moi je ne fais pas de politique et je pense que c'est un beau projet qui touche tous les partis finalement. Et dans la politique, il y a des gens très bien et il y a des gens moins bien, comme partout. Et je peux vous garantir que moi j'ai rencontré des gens très bien, de gauche comme de droite. Ici on est dans une mairie de gauche et la mairie centrale est de droite. Donc les gens, on a dit tout à l'heure, ont été assez surpris, interrogés par ce que je leur proposais, mais ils ont quand même été très facilitateurs. J'ai pas eu de tentative de quoi que ce soit. Non, pas du tout. Ça a été, le projet a été monté de façon très carrée, les permis obtenus normalement, il n'y a pas eu ni de pression ni de demande, rien du tout. J'ai trouvé que l'environnement politique avait été assez facilitateur. Je pense que quand on veut faire à Marseille et qu'on est droit dans ses baskets, qu'on est carré et qu'on est capable d'aller présenter et de répondre en toute transparence aux gens, sans langue de bois, les gens vous font confiance et que les projets aboutissent. Je veux dire, je ne suis pas le seul exemple. Ce qui est atypique, c'est le fait que je sois une femme, que je sois dans les quartiers nord, que le bâtiment soit exceptionnel aujourd'hui et au départ très très dégradé. Alors quel est le projet le plus fou auquel vous aimeriez vous colter? Déjà, c'est les 2 prochains là, qui arrivent, parce qu'il y a un projet dans le Var qui s'appelle Palais Réal, qui est à Pierrefeu du Var, c'est un vieux sanatorium. Il y a Saint-Dalmas-de-Tende, c'est une vieille gare, une vieille colonie de vacances, ça aussi vraiment un projet sublime, en pleine nature. Ces 2-là sont courts, hein, donc je mets toute l'énergie qu'il faut pour qu'ils aboutissent. D'accord. Le projet le plus fou, c'est ceux que je suis en train de négocier en ce moment. Il y en a un dans le Gers que j'aimerais bien réaliser et un autre dans les Hautes-Alpes pour dans quelques années. Ici, c'était la surprise, c'était le projet fou que je décide comme ça. Après,
Ça m'a tellement enrichi, j'ai tellement appris que j'ai voulu faire mieux, renouveler l'expérience. On a l'impression que tout ce que vous touchez se transforme en or. Alors ça, c'est un peu facile, parce que c'est Non, difficile. c'est une impression. Oui, Et que vous êtes plus porté par vos rêves en fait que par une stratégie. c'est un peu vrai ça. Il n'y a pas de stratégie préétablie. Il y a l'envie d'apprendre, la curiosité aussi, des rencontres. Pour le projet Palais Réal, donc dans le Var, dont vous Oui. parliez, vous avez fait appel au célèbre architecte Jean Nouvel. Oui. Alors comment fait-on pour approcher et puis surtout pour convaincre une telle sommité? Est-ce que vous avez, on va dire, des amis en commun, de l'entre-gens absolument rien. politique Ah non, non, mais alors moi parce je connais personne. Je suis un petit grain de sable dans un océan de sable. Ouais. Je suis un petit grain de rien du tout. Et en fait, j'y vais au culot. Donc finalement, alors j'ai choisi Jean Nouvel parce que c'est un architecte de l'époque de ma mère que j'admirais beaucoup. J'ai vu des expos à Beaubourg ou ailleurs. C'est un architecte que j'admirais beaucoup. Et j'ai choisi aussi parce qu'il était bien adapté à la typologie du bâtiment. C'est une architecture qui est assez fluide. D'accord. Et j'ai écrit assez facilement. Donc j'ai envoyé un courrier, deux courriers, puis j'ai téléphoné, puis j'ai fait du harcèlement auprès de sa secrétaire. Finalement, j'ai vu son associé, Michel Pellissier, qui est un homme extraordinaire, que j'ai fait venir sur place. Car voilà, j'ai fait des ronds de jambes pour qu'il s'intéresse vraiment au bâtiment. Et puis finalement, Jean Nouvel est venu. Et puis je pense qu'il a été séduit à la fois par le lieu, par mon projet, par le fait qu'on travaille ensemble. Et cette énergie débordante, elle est facile à vivre pour les gens qui vous entourent? Non. Et Ni pour mes collaborateurs d'ailleurs. Il y a des moments où il faut que ça aille vite, il y a des moments où il faut que j'ai des rendus, des choses comme ça. Les collaborateurs sont assez autonomes maintenant, parce que j'ai une équipe qui est bien en place. Et au niveau familial, je pense que les enfants, ils sont bien débrouillés tout seuls, et puis ils ont fait leur bonhomme de chemin. Ils n'avaient pas trop de difficultés à l'école, donc c'était pas mal. Parce que j'étais pas forcément une bonne mère, je les ai oubliés, je suis arrivée en retard, enfin bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, quoi. Mais bon, j'en ai quand même beaucoup profité parce qu'on a voyagé, je les ai beaucoup aimés aussi parce que vraiment les enfants, c'est quand même ce qu'on laisse après, c'est aussi les générations suivantes. Et de bâtir et de construire, c'est aussi laisser quelque chose de plus humain, plus... Voilà. D'accord. C'est important.